Ce film résume les interventions sur les petites erreurs en TCC dans la rédaction des analyses fonctionnelles que j'ai pu faire pour Uméo en présentiel le 8 mars 2024 à Paris et en distanciel le 11 mars. Interventions auxquelles plus de 110 personnes ont pu participer. Je tiens d'abord à remercier Uméo pour m'avoir donné l'opportunité d'intervenir sur ce sujet et plus particulièrement Olivier Richard et Florian Voyoc qui se sont chargés de tous les aspects techniques. Il s'agit donc de revenir sur deux erreurs qui me semblent importantes dans la rédaction des analyses fonctionnelles, des erreurs que je trouve régulièrement dans les mémoires ou les rapports de stage, des masters, des DU, à la FTCC ou dans d'autres formations. Il s'agit aussi de développer ce que peut être une analyse fonctionnelle une fois que ces erreurs sont corrigées. Je vais laisser pour l'instant un petit peu de flou dans ces erreurs pour ménager le suspense. D'autant qu'un petit sondage pendant les interventions a pu nous révéler que 97% des participants n'avaient jamais pris conscience de ces erreurs. Je commencerai en fait par quelques préambules et précautions oratoires qui me paraissent vraiment nécessaires. La première chose, je vous demande de vous rappeler tout le long du film que les analyses fonctionnelles racontent des histoires. Elles racontent l'histoire d'un ou d'une patiente dans une situation particulière. La plupart du temps, une situation qui lui pose problème parce que cette situation engendre un comportement qui lui-même peut sembler problématique. L'analyse fonctionnelle n'est donc pas l'histoire de la pathologie du patient, mais juste l'histoire de quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose que je veux rappeler est que cette histoire parle aussi de ce que l'on appelle les contingences de renforcement, c'est-à-dire la relation entre les antécédents du comportement, l'environnement dans lequel le comportement va apparaître, le comportement lui-même et les conséquences de celui-ci. Nous allons donc parler d'environnement au sens large, de renforcement et de punition. Je précise cela pour que l'on comprenne bien que l'on ne parle pas des outils thérapeutiques en tant que tels que nous allons utiliser en TCC, mais bien de l'aménagement des contingences, de l'aménagement de l'environnement, la recherche de renforcement ou de punition de comportements en fonction du fait qu'on veuille les faire apparaître ou disparaître. Les projections thérapeutiques dont nous parlerons seront donc pas toujours directement des outils TCC, mais aussi la façon d'utiliser les outils et la façon de les mettre en place dans l'environnement. Toutefois, rappelons que l'analyse fonctionnelle est un outil thérapeutique en elle-même, déjà parce qu'elle permet de la psychoéducation, elle permet aussi d'aiguiser la métacognition des patients et patientes, et qu'elle est à la base des projections thérapeutiques. Ce qui nous intéresse ici est donc réellement la compréhension de l'analyse fonctionnelle, de ce qu'elle contient et la façon de la réaliser. Je précise aussi que dans ce film, nous n'allons pas parler de théorie, mais de choses concrètes pour aider à réaliser une analyse fonctionnelle. Comme tout thérapeute TCC en réalise. Les idées sont donc simples. Et l'on peut dire que les erreurs dont je vais parler sont elles aussi assez simples. D'ailleurs, parfois, je suis étonné qu'elles puissent rester dans certaines analyses fonctionnelles parce qu'elles me paraissent assez simples. Comme nous n'allons pas nous étendre sur la théorie, il y aura des éléments critiquables. Tout pur comportementaliste les verra. Et j'en vois aussi beaucoup. Et je comprends tout à fait qu'on puisse critiquer certaines choses qui vont être dites. J'ai moi-même en tête quelques erreurs. Nous pourrions en discuter, mais à une autre occasion. La définition même, de toute façon, de ce qu'on entend être un comportement a de l'importance dans ce que je vais exposer. Et je ne vais pas définir réellement ce qu'est un comportement. C'est un exemple. Et c'est une autre question. Acceptons seulement que nous allons rester à un niveau d'interprétation TCC, avec des patientes et des patients qui sont des êtres humains, avec des pensées et des émotions très floues. Et restons à ce niveau, car ce que je veux vous apporter dans ce film, c'est une simplification clinique, pas un grand débat behavioriste. En préambule, je me sens aussi obligé de dire que les erreurs dont je vais parler apparaissent dans de nombreux ouvrages de thérapie cognitive et comportementale, et que certains enseignants de TCC les font et même parfois les mettent en avant. C'est-à-dire qu'ils expliquent des fois même qu'il faut faire l'erreur pour bien faire les choses. Je tiens à dire que, oui, si quelqu'un le remarque, c'est vrai, certains font cette erreur, que moi-même, quand on m'a appris à rédiger des analyses fonctionnelles, on m'a quasiment appris à faire ces erreurs,
avec un discours qui m'a semblé sur le coup très logique. À tel point que je suis même allé vérifier si dans mes écrits les plus anciens, je ne mettais pas moi-même en avant ces erreurs. Alors, je n'ai pas trouvé, mais je ne suis pas à l'abri de l'avoir fait, comme d'autres le font. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut en vouloir à personne. Il existe un contexte historique à ces erreurs, qui explique pourquoi elles se sont développées, pourquoi on les a répétées. Je pourrais expliquer ce contexte, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Si je ne fais plus, moi, ces erreurs depuis quelque temps, c'est parce que j'ai travaillé sur les analyses fonctionnelles avec un regard différent. Un regard plus de chercheur que de clinicien, mais aussi parce que j'ai travaillé à développer des exercices que l'on peut faire en thérapie cognitive et comportementale grâce à l'hypnose, pour permettre de nouveaux apprentissages aux patients et aux patientes. Ces erreurs m'ont sauté aux yeux quand j'ai travaillé sur ce sujet. Et vous comprendrez plus tard pourquoi ça saute aux yeux quand on travaille sur ce sujet, je l'expliquerai dans le film. Mais en résumé, comme l'hypnose en TCC, ce n'est pas l'utilisation de la métaphore, mais l'aide au changement des contingences pour permettre de nouveaux apprentissages, il faut des histoires concrètes et justes. Et ces histoires viennent de différentes analyses fonctionnelles dont je vais parler, qui ne peuvent pas être faites si on ne corrige pas les erreurs dont il est question. Enfin, il faut avoir en tête que des erreurs dans les analyses fonctionnelles, il peut en exister de plusieurs sortes. Dans la définition des situations, dans la définition des réponses ou des conséquences, mais qui en réalité, c'est pas toujours grave. Parce que ce qui est important est vraiment que l'analyse fonctionnelle nous aide à commencer à imaginer des projections thérapeutiques. Vous constaterez seulement que quand on corrige les deux erreurs dont je vais parler, il est un peu plus simple d'envisager certaines projections thérapeutiques. D'autant que je vais aussi proposer des développements de l'analyse fonctionnelle qui vont dans le sens de simplifier les projections thérapeutiques et de les voir un petit peu mieux. L'air de rien, nous allons prendre un exemple avec une analyse fonctionnelle qui est bourrée d'autres erreurs, qui ne sont pas les deux erreurs dont je parle, et même le travail que je vais présenter aujourd'hui, les analyses fonctionnelles que je vais présenter, sont critiquables. Pour finir ce préambule, j'ai conscience qu'il est un peu long et que jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de teasing. Mais cette introduction me paraissait essentielle et capitale. Maintenant, revenons à nos mots-étons et parlons des erreurs communes dans les analyses fonctionnelles. Des erreurs dans les analyses fonctionnelles, il en existe plusieurs. Souvent, celles qui sautent le plus facilement aux yeux sont les erreurs dans le choix de la situation. On voit dans des mémoires ou dans des rapports de stage, parfois des gens faire des analyses fonctionnelles sur une situation qui est j'ai passé une mauvaise journée au boulot, j'ai accumulé du stress et quand je rentre le soir chez moi, je ne peux pas me retenir de commencer à boire quelques verres d'alcool. Quand on regarde dans l'anamnèse par la suite, on s'aperçoit que l'on parle d'un patient ou d'une patiente qui a fait une cure de sevrage et qui n'a plus ce comportement de boire le soir. Donc l'analyse fonctionnelle est faite sur une situation de problème qui n'arrive pas et qui ne se répète pas. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Alors c'est très intéressant en termes de psychoéducation, ce qu'on va pouvoir fournir à nos patients, à nos patientes pour qu'ils comprennent le fonctionnement qu'ils avaient avant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour la suite du traitement. Ce qui est plus intéressant pour la suite du traitement, c'est peut-être les évitements que je fais vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis de certaines situations, parce qu'on me parle d'alcool dans ces situations, et qui me font souffrir, qui augmentent peut-être mon craving. Voilà, c'est d'autres situations, en tout cas, qu'il faut traiter en analyse fonctionnelle avec le patient et les patientes, d'autres situations qu'il faut décrire pour continuer la thérapie. Mais ce n'est pas de ces erreurs-là dont je veux parler. En fait, pour vraiment aller dans le vif du sujet et parler des erreurs qui nous occupent aujourd'hui, enfin, pour les aborder, nous allons faire une sorque sur le cas d'un patient. Si vous voulez vous tester, là vous pouvez mettre le film en pause, aller chercher un stylo, une feuille et vous amuser à faire la sorque. Alors pourquoi une sorque ? Parce que c'est juste plus facile de voir les erreurs dont je parle quand on fait une sorque. Et aussi parce que j'ai tendance, mais c'est un avis personnel, à considérer que les analyses fonctionnelles les meilleures sont les SRC et les SORC.
Le cas sur lequel nous allons travailler n'est pas très élaboré, je vous le dis tout de suite. Il manque quasiment toutes les données de l'anamnèse et il manque plusieurs éléments, même dans ce qui va être décrit de la situation, etc., pour construire la meilleure analyse fonctionnelle possible. Mais disons que pour ce qui nous intéresse, il sera largement suffisant. Il s'agit donc du cas de Monsieur X. Alors, déjà précisons que le patient, Monsieur X, veut à tout prix garder l'anonymat. Il se plaint aussi de faire régulièrement ce qu'il appelle des crises boulimiques. Et il voudrait que cela cesse. Alors, on ne sait pas quel trouble il a, ça peut être autre chose que de la boulimie, le trouble, mais il se plaint de crises boulimiques, il les appelle comme ça, et sa demande, c'est bien que ces crises disparaissent. On va imaginer que Monsieur X a entre, par exemple, 25 et 30 ans, disons 27 ans, qu'il vit seul depuis quelque temps, mais qu'il a quand même une amie qu'il rencontre régulièrement, qu'il a une sœur, ça nous sera utile un petit peu par la suite, avec qui il s'entend bien, et qu'il a une maman. Et quand on lui demande de nous parler d'une situation problème dans laquelle il fait ces crises boulimiques, une situation qui se répète régulièrement, il nous parle du fait que sa mère, plusieurs fois par semaine, l'appelle le soir, et que parfois, quand elle l'appelle le soir, elle lui parle de son poids. Et quand elle lui parle de son poids, ça le met dans un état particulier et ça lui fait avoir l'une des crises boulimiques. Je vous laisse avec Monsieur X qui va raconter un peu ce qu'il ressent et à partir de là, si vous voulez vous amuser, essayez donc de faire la sorgue de cette situation. Donc, vous pouvez travailler la sorgue de Monsieur X en faisant attention à la situation, aux éléments qu'on va mettre dans le haut, comme les émotions, les pensées, les sensations physiologiques, à la réponse, bien entendu, et à ses conséquences, en précisant peut-être ce que vous considérez être des renforcements ou des punitions. Si vous voulez le préciser, vous pouvez dire aussi si ces renforcements ou ces punitions sont négatives, positives, et si on peut les considérer comme étant à court terme ou à long terme, c'est ce qu'on voit souvent apparaître dans les sorgues. Bon, j'arrête de vous embêter avec ces précisions et je vous laisse donc avec Monsieur X. Oui, alors, vous m'avez demandé de réfléchir sur une situation qui me pose problème et puis qui revient régulièrement. Bah, en fait, c'est plutôt plusieurs fois par semaine. Enfin, ma mère m'appelle presque tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine, bah, dans la conversation, d'un seul coup, elle se met à parler de mon poids, à me demander où j'en suis, combien je pèse et tout, parce que depuis que je suis petit, de toute façon, elle fait ça. Elle me parle de mon poids et elle est bornée au niveau du poids tout le temps, voilà. Et puis, bah, dès qu'elle commence à parler de mon poids, en fait, ça y est, ça me saoule. Ça me saoule, je me sens énervé. Et voilà, les émotions m'ont demandé, bah, je suis énervé, je suis saoulé, voilà, je ressens une certaine tension nerveuse, le mâchoire qui se serre, j'ai du mal des fois même à lui répondre, à lui parler parce que ça m'énerve. Voilà, avec le téléphone, j'ai les épaules, je sens que c'est crispé, enfin je me sens comme ça, crispé et tout, et puis bah, ce que je me dis, c'est que bah, elle me saoule, et je me dis, bah, c'est toujours pareil, de toute façon elle me saoule, tout ce qu'elle sait faire, c'est me parler de mon poids, voilà. Et puis là, même pendant qu'elle me parle, bah, au moment où je ressens ça, bah, je commence à aller vers la cuisine, hein, comme elle m'appelle pas en FaceTime, ça va, hein. Donc je vais vers la cuisine, je commence à sortir discrètement les trucs, je vais sur le fauteuil, puis dès que, bah, en fait, ça, elle a raccroché, bah voilà, je me mets devant ma télé, voilà, parce que ça me détend. Je me mets une série et une des séries que j'aime bien, et puis je mange, je mange, je mange, je mange. Et puis ben voilà, et je fais ma crise, hein, voilà, c'est le truc, c'est ça que je voudrais changer, quoi, plus faire cette crise. Et ben, on va dire ce qui se passe juste après, enfin pendant, juste après, enfin comme vous me l'avez dit, juste après ce qui se passe, si j'essaie de l'expliquer, bah en fait, bah, quand je mange comme ça me soulage, ça fait que ben, mes mâchoires, ça va, je me sens moins tendu, ça me détend, et avec la télé, bah voilà, je regarde ma petite série, ça me fait plaisir, donc voilà, je me dis,
bah, de toute façon, j'ai bien mérité de regarder ma petite série, alors je regarde ma petite série, puis ça me fait plaisir, et puis bon, des fois, au bout d'un moment, j'ai un peu mal au ventre quand même. J'ai un peu mal au ventre, je le ressens. Voilà, mais je me sens quand même vachement soulagé de l'énervement que j'avais avant quand je fais ça. Et puis, ben, on m'avait demandé aussi sur le plus long terme ce que ça pouvait faire. Et sur le plus long terme, ben, en fait, quelques temps après, je commence, et puis quelques heures des fois, sinon le lendemain, j'y repense, et puis je me sens coupable, je me sens en colère vis-à-vis de moi, quoi. Je me sens en colère, je me dis, bah non, de toute façon tu fous toujours tout en l'air, t'as aucune volonté, voilà, et puis t'es un gros nul. Comme on l'avait dit, hein, mon estime de moi-même, en ce moment, ça descend beaucoup. Enfin, en ce moment, depuis toujours, quoi. J'ai pas une super estime de moi-même, c'est pas qu'en ce moment. Et puis quand elle fait ça, c'est sûr que c'est pas terrible. Et puis, de toute façon, le problème aussi, c'est que, bah, comme je fais une crise de plus, bah, je prends du poids. Et puis, comme je peux en faire d'autres dans la semaine pour d'autres choses, mais en tout cas, rien qu'avec ça, déjà, bah, je fais des crises. Alors, je prends du poids et voilà, c'est pas terrible, quoi. Hein. Voilà, vous avez pu entendre l'histoire de Monsieur X. Quand on lui a demandé de nous parler d'une situation problème pour lui, du comportement et des conséquences, voici ce qu'il nous a dit. Vous avez donc pu travailler votre SORC. Quand j'ai fait mes dernières interventions donc sur le sujet, en présentiel ou en distanciel, le résultat pour une très large majorité des personnes qui ont fait une SORC ressemblait à quelque chose un peu comme ça. En gros, dans la situation, on aurait ma mère m'appelle et me parle de mon poids. Dans l'organisme, on a pu entendre Monsieur X nous parler de ses émotions, de dire qu'il était plutôt énervé, saoulé. Il nous a parlé aussi au niveau physiologique de tension nerveuse, de mâchoire serrée, d'épaules crispées, et au niveau des pensées qu'il avait à ce moment-là, quand sa mère l'appelle et lui parle de son poids, c'était plutôt elle me saoule, c'est toujours pareil. Pour ce qui est de la réponse, on arrive à quelque chose qui ressemble à je fais une crise boulimique devant la télé. Quand on arrive aux conséquences, on peut avoir donc des conséquences à court terme. La première, la plus évidente, serait le soulagement et l'apaisement des tensions, qui serait un renforcement plutôt négatif, puisque ça fait disparaître les tensions. Ensuite, un mal de ventre, qui serait plutôt une punition, parce que c'est pas très agréable d'avoir mal au ventre, et une punition positive, puisque ça ajoute le mal de ventre. Peut-être aussi le fait de regarder une série à la télé, qui serait un renforcement, qui serait plutôt positif, puisqu'on rajoute la série. Il s'accorde ce droit de regarder la série pour se calmer. Alors voilà, c'est le plaisir qu'il a en regardant la série, on pourrait dire ça aussi, qui serait peut-être un bénéfice secondaire aussi, certains en parleraient comme ça, en termes de conséquences. Et puis, on a des conséquences, dans ce que nous a dit Monsieur X, un peu plus à long terme, comme la culpabilité, la colère qu'il a envers lui-même. Comme c'est pas très agréable, ce serait plutôt une punition, et une punition positive, parce que ça se rajoute quand il est réfléchi. Une diminution de l'estime de soi, il le dit lui-même, je fous toujours tout en l'air, je n'ai aucune volonté, mon estime est très basse. C'est une punition plutôt positive. Et puis, Monsieur X nous a parlé aussi de sa prise de poids, qui est une punition à long terme, elle aussi positive, parce qu'on rajoute du poids. Dans les interventions que j'ai faites, à ce moment, je demande aux personnes si elles sont satisfaites de leur analyse fonctionnelle ou si quelque chose les gêne, même si elles ne savent pas exactement ce qui les gêne. Et là, en fait, souvent, on a comme réponse, pour à peu près 50% des personnes, bah oui, il y a quelque chose qui les gêne, mais elles ne savent pas quoi. Moi-même, je dis oui, il y a quelque chose qui me gêne en fait. Il y a deux erreurs qui ont été faites dans cette analyse fonctionnelle, dans cette SORC. Je dis donc aux personnes présentes que je ne suis pas satisfait par cet AF et je leur demande, si elles ne sont pas satisfaites non plus par cet AF, d'essayer de trouver des erreurs qui ont pu être faites. À ce moment-là, des personnes me parlent d'erreurs qui peuvent être faites dans la situation. On me dit par exemple qu'on ne précise pas assez ce que la mère dit, ni comment elle le dit. Je suis d'accord, c'est possible.
C'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Et le patient, d'ailleurs, ne nous en a même pas parlé. Et quoi qu'il arrive, l'AF tourne avec cette situation, même si on ne précise pas ce que la mère dit et comment elle le dit exactement. On me dit aussi qu'on aurait pu partir d'une autre situation pour l'AF. C'est vrai. Parfois, on fait des erreurs parce qu'on choisit mal le début de l'AF. Voilà. Mais là, disons que, en fait, en gros, c'est pas ce qui nous intéresse le plus et cette situation peut me convenir. Comme pour la situation, c'est réglé, eh bien, on me dit qu'il doit manquer quelque chose dans le haut, comme ce que Monsieur X pense de sa mère, ou l'enchaînement de ses pensées, ou la description de la sensation de craving. Encore une fois, je suis d'accord, il peut manquer quelque chose dans le haut et on pourrait ajouter ça. Mais il faut faire attention de ne pas être interprétatif à outrance. Si le patient ne décrit pas certaines sensations ou certaines pensées, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne les a pas. Et on ne va pas rajouter des choses pour lui. Disons qu'on a réglé l'histoire de l'organisme et donc on passe à des idées sur la réponse. Et on me dit parfois que la réponse pourrait être peut-être plus précise. Sans doute, mais la réponse doit être généralement un comportement assez simple et assez circonscrit. On ne va pas détailler des étapes de la réponse. Je ne suis pas trop d'accord. D'autres choses aussi, où des fois je ne suis pas trop d'accord, on me dit parfois que la réponse pourrait être « il ne sait pas parler à sa mère, il ne sait pas lui répondre, il ne sait pas s'affirmer ». D'accord, il ne sait pas répondre, il ne sait pas s'affirmer. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est interprétatif. Et en fait, ça contient déjà une projection thérapeutique qu'on imagine pour le patient et qui pourrait être « il doit apprendre à s'affirmer ». Mais donc, ce n'est pas vraiment une erreur. Comme vous l'avez compris, on a réglé le S, le O, le R, et là, j'insiste en précisant que les deux principales erreurs que je vois dans cet AF sont contenues dans les conséquences. Et je demande à chacun de se concentrer sur les conséquences. On me dit que l'erreur peut venir de l'utilisation des positifs ou des négatifs à côté des renforcements et des punitions. Oui, je suis d'accord, c'est difficile de toute façon de toujours bien préciser ce qui est renforcement positif ou négatif, punition positive ou négative, parce que souvent le langage fait partie de cette précision. Si un patient nous dit « je fais ça et ça m'apporte du bonheur », ce serait plutôt un renforcement positif, ça m'apporte quelque chose. Si le patient nous dit « je fais ça et ça m'enlève du malheur », ce serait plutôt négatif dans ces cas-là parce que ça enlève quelque chose. Tout compte fait, pour le patient, c'est peut-être le même résultat. Certains me disent aussi qu'il y a peut-être beaucoup de punitions et pas beaucoup de renforcement. À ce moment-là, on se rapproche des erreurs. Mais rappelons quand même ce que vous avez trouvé dans pas mal de bouquins et ce qu'on a pu vous apprendre, qu'en fait, même si on a l'impression qu'il y a moins de renforcement que de punition dans une AF, c'est parce qu'on va considérer que les renforcements, comme ils sont apparus pour le patient, sont plus importants que les punitions. En termes de force ou d'intensité, ou d'autres choses, pour le comportement, les renforcements sont plus importants et expliquent pourquoi le comportement se maintient. Et il suffit d'avoir ces renforcements pour l'expliquer. Alors, on arrive tout doucement aux erreurs. Et pour y aller directement, généralement, je donne un indice. Vous avez peut-être, vous, déjà compris où je veux en venir, mais je donne un indice aux personnes et je leur demande de se souvenir de la définition d'un renforcement et d'une punition. Alors, qu'est-ce qu'un renforcement? C'est un truc, un procédé, un stimulus, etc. En fait, dans la littérature, on trouve parfois plein de choses, donc je préfère dire un truc, qui augmente la probabilité d'apparition d'un comportement, ou qui la maintient à un haut niveau, sans savoir ce que c'est exactement un haut niveau, dans le cas où le comportement n'est pas souhaité chez l'être humain. On ne va pas parler des animaux, mais en tout cas, chez l'être humain, je ne souhaite pas avoir ce comportement, et pourtant le comportement est là, donc il doit y avoir des renforcements du comportement, puisque je ne le souhaite pas. Qu'est-ce qu'une punition? C'est le contraire. C'est un truc, procédé, stimulus, etc., qui diminue la probabilité d'apparition d'un comportement, ou qui maintient cette probabilité à un bas niveau dans le cas où le comportement est souhaité chez l'être humain. Je veux avoir ce comportement, mais il ne vient pas, peut-être qu'il y a des punitions. À ce moment-là, quand on a les définitions, comme ça vous l'a peut-être fait, eh ben, on voit la première erreur. Je vous la donne.
Dans une analyse fonctionnelle standard, comme on vient de la faire, il n'y a jamais de punition. Ce n'est pas possible, c'est juste de la logique. S'il y avait une punition, le comportement disparaîtrait. Donc, je me répète, juste à cause de la définition et de la logique derrière cette définition, dans une analyse fonctionnelle standard, il n'y a que des renforcements, il n'y a pas de punition. Par contre, parfois, la conséquence n'a pas obligatoirement de valeur en termes de renforcement ou de punition. D'ailleurs, il existe même parfois des conséquences dont le patient n'a même pas conscience. Par exemple, je pourrais vous dire que comme il mange beaucoup, il a tendance à boire un petit peu plus. Comme il boit un petit peu plus, il a tendance à faire un petit peu plus pipi. C'est l'une des conséquences de son comportement. Et pourtant, il ne l'évoque même pas. Et cette conséquence, on va bien comprendre qu'elle n'est pas un renforcement, mais en aucun cas, elle est une punition. Réfléchissons en se disant il n'y a pas de punition et revenons à notre SORC de Monsieur X. En fait, par exemple, là, vous voyez, culpabilité et colère envers soi-même n'est pas une punition. Comment peut-on comprendre que ce n'est pas une punition? D'abord en se disant que, et j'y reviendrai, on peut faire des erreurs de vocabulaire. On pense que comme se sentir coupable et se sentir en colère contre soi-même, c'est pas très agréable, alors ça doit être une punition. Ensuite, on peut se dire, mais si c'est pas une punition, alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être rien, comme je l'ai dit, mais ça pourrait être aussi un renforcement. Donc, comment peut-on imaginer que c'est un renforcement? Mais pour pouvoir le faire, il ne faut pas faire une autre erreur, qui est de confondre dans le renforcement ce qui est le résultat et ce qui est le processus. Quand on a défini le renforcement, on a défini un résultat. Ça augmente la probabilité d'apparition de la réponse. On n'a pas dit comment ça pouvait augmenter cette probabilité d'apparition. Et là, bon, même si ce n'est pas très satisfaisant, on pourrait se dire, la culpabilité et la colère qu'il a envers lui-même va faire que quand sa mère l'appelle et lui parle de son poids, il va peut-être se dire encore plus « elle me saoule », c'est toujours pareil, et donc il va avoir tendance à avoir encore plus sa crise de boulimie. De même, la prise de poids. Comment peut-on comprendre que la prise de poids n'est pas une punition? Déjà, ça peut être rien, mais on reviendra, parce que la deuxième erreur, en fait, dont je veux parler, y est liée. Mais on pourrait même comprendre, si on parle de processus, comment la prise de poids pourrait même être un renforcement. En fait, plus Monsieur X va prendre de poids, plus il y a de chances que sa mère lui fasse des remarques sur son poids quand elle lui téléphone. Donc plus la situation arrive, plus le comportement va apparaître. Alors, on est un petit peu embêté parce que si on veut rester logique, c'est le comportement apparaît dans cette situation et c'est pas la situation apparaît de plus en plus souvent. Mais je reviendrai sur cette question de la prise de poids après. Mais encore une fois, l'erreur qu'on fait, c'est dans la logique. Comme on considère que prendre du poids, c'est pas quelque chose de bien, on a tendance à dire c'est une punition. Alors qu'en fait, il n'y a pas de punition dans les analyses fonctionnelles standards. Je pense que maintenant, vous avez compris l'erreur et on pourrait revenir par exemple sur la définition de l'estime de soi. Quand il dit je me dis que je fous toujours tout en l'air, je n'ai pas de volonté, mon estime de soi diminue. En fait, c'est toujours pas une punition, même si on a l'impression que c'est pas très agréable. Pourquoi? Peut-être parce que cette baisse de l'estime de soi va faire que il va encore moins se dire je peux répondre à ma mère et que ça va augmenter le fait que la crise boulimique va apparaître. Je reviendrai aussi sur la baisse de l'estime de soi. Allez, continuons dans l'idée. Si réellement, par exemple, la prise de poids était une punition, même sur le long terme, et qu'on veut être logique, comment fait-on disparaître un comportement? On peut le faire en remplaçant un autre comportement, mais on peut le faire aussi en punissant ce comportement. Donc, si on est dans la logique, comment peut-on punir le comportement de Monsieur X? Je fais une crise boulimique devant la télé, grâce aux punitions qu'on verrait apparaître. La prise de poids, la diminution de l'estime de soi, par exemple. Donc, l'une des projections thérapeutiques serait de faire en sorte que Monsieur X prenne de plus en plus de poids et qu'il ait une estime de lui-même de moins en moins bonne.
En gros, ce serait, grossis, 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 je vais te nourrir juste avec du sucre et du beurre, et je vais te répéter tout le temps que tu ne vaux rien, que tu es une mauvaise personne. Alors qu'on l'a tous en tête, en fait, l'une des projections thérapeutiques serait plutôt d'augmenter l'estime de soi de Monsieur X et peut-être de faire en sorte qu'il prenne moins de poids, puisque c'est aussi l'une de ses demandes. Donc en fait, ça ne peut pas être des punitions juste dans cette logique-là. Posons-nous la question, mais à quoi ça nous sert de penser comme ça et d'enlever toutes les punitions? En fait, déjà, ça va nous servir à une chose, des fois, juste en clinique, en thérapie, parce que certains patients nous posent des questions et ces questions tombent sur cette erreur. Voilà, je ne saurais pas donner exactement d'exemple, mais quand ils nous mettent cette erreur sous le nez, en fait, on se sent mal, on s'enlise et on arrive des fois à leur dire juste, bon, c'est compliqué. Alors qu'en fait, on peut leur expliquer tout simplement, ce n'est pas une punition. Ça nous permet aussi, parfois, d'expliquer à des patients pourquoi ils font des erreurs eux-mêmes. Bon, prenons le cas, par exemple, des parents qui nous disent on a beau punir notre enfant, il continue à avoir le comportement. Et vous leur demandez comment vous le punissez. On le punit en le privant, par exemple, de son portable. Et l'air de rien, si ça ne change pas le comportement, c'est que ce n'est pas une punition. Et le priver de son portable, même si les parents ont l'impression que c'est une punition, c'est une sanction. Mais ce n'est pas une punition. Il faut juste faire un petit peu attention à ça, et on en reparle un peu après. Le fait de considérer qu'il n'y a pas de punition, que les choses doivent être des renforcements ou à rien, ça nous amène aussi à nous poser des questions sur le fait que certaines choses peuvent être rien, tout simplement. Et là, si je reviens sur ma sorque et que je pense par exemple au mal de ventre, le mal de ventre, j'arrive pas à expliquer en fait comment ça pourrait être un renforcement. Donc tout simplement, c'est rien, c'est quelque chose qui se passe, c'est une conséquence, mais c'est pas un renforcement, c'est juste rien. Donc je vais voir comment ça peut être utilisé par la suite. Si on revient aussi sur cette sorgue, là on va reprendre la baisse de l'estime de soi. Et pour bien comprendre comment la baisse de l'estime de soi ne serait pas une punition mais plutôt un renforcement, en fait j'ai fait une interprétation. Comme j'ai fait une interprétation, je ne suis pas sûr que cette interprétation soit bonne. Et là je me rends compte en fait que j'ai peut-être juste une question de plus à poser à mon patient pour être sûr que c'est bien un renforcement. Et je peux demander à mon patient une précision en fait sur l'organisme au moment où arrive la situation. Et je peux lui dire, mais qu'est-ce que vous pensez de vous quand votre mère vous appelle et qu'elle vous parle de votre poids avant de commencer votre crise boulimique? Et peut-être que mon patient va me répondre ça. Bah oui, ça c'est sûr. Si vous me le demandez, en fait, au moment où je suis au téléphone avec ma mère, j'ai déjà des pensées où je me dis, de toute façon, je suis nul et puis j'y arriverai jamais. De toute façon, à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc c'est tout. Je vais me mettre à manger. Puis je me dis, de toute façon, elle t'énerve. Elle sait très bien pourquoi elle t'énerve. Et voilà. Et puis tu vas manger, etc. Donc ouais, ça je l'ai complètement cette pensée. C'est tout. Hein, je l'ai. Hein. Après cette réponse du patient, vous voyez que dans ma sorgue, je peux ajouter un élément. Cet élément, ça va être cette pensée, que je résume un peu ainsi, de toute façon, je suis nul. Le fait de se dire de toute façon je suis nul fait apparaître la crise boulimique parce qu'il ne va peut-être pas avoir assez de motivation pour essayer un autre comportement que la crise boulimique, mais aussi parce que ça va lui donner une pensée permissive pour avoir cette crise boulimique. Donc la baisse de l'estime de soi va renforcer l'apparition du comportement. Et donc le fait de ne pas avoir considéré la baisse de l'estime de soi comme une punition m'a amené à poser une autre question à mon patient qui m'amène à mieux comprendre la situation. Pour la première erreur, pour ceux qui la faisaient, en tout cas, je pense que maintenant vous commencez à la voir. Pour la deuxième erreur, elle est un petit peu moins visible peut-être là avec ce qui a été dit, mais je vais vous donner un indice, elle tient aussi à la logique. La deuxième erreur tient aussi à la logique, je le répète, et je ne vais pas faire durer le suspense. On la voit dans cette sorgue. En fait, il y a un problème qui est le long terme n'existe pas. Oui, ça peut paraître bizarre, mais on ne peut pas dire que quelque chose est un renforcement ou même une punition à long terme
tant que le long terme n'est pas arrivé. Je vais essayer de vous donner un exemple simple. On va dire d'un patient qui fume, l'une des punitions qu'il va avoir à long terme, c'est qu'il va avoir le cancer des poumons. Eh bien en fait, il va falloir qu'on attende qu'il ait le cancer des poumons pour savoir si c'est une punition ou un renforcement. Ou si c'est rien du tout d'ailleurs. Mais en gros, quand il aura le cancer des poumons et qu'on lui annoncera vous avez un cancer des poumons, si le patient arrête de fumer, alors c'est une punition. Si le patient, par contre, continue de fumer, alors c'était pas une punition. D'un autre côté, si le patient se dit eh bien écoutez, j'ai le cancer des poumons et je vais fumer de plus en plus parce que maintenant je vais mourir et je m'en fous complètement d'avoir le cancer des poumons, etc., etc., et bah peut-être même que c'est un renforcement d'avoir le cancer des poumons parce que ça va faire apparaître la réponse quand je me sens pas bien, je fume un petit peu plus souvent. J'en suis désolé, mais mettre des conséquences à long terme, ben c'est aussi une erreur. Et je comprends le problème, et je comprends la question qui se pose là, c'est, bah oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est le terme? Eh bien, le terme, c'est ce qui s'est déjà passé quand le patient vous en parle. Et, par exemple, chez Monsieur X, comme Monsieur X va nous en parler un petit peu après, si sa copine, le lendemain, lui fait une réflexion ou lui dit quelque chose par rapport à la situation, c'est-à-dire l'appel téléphonique de sa mère, et que le patient vous en parle et vous dit que c'est une conséquence au comportement, alors oui, c'est une conséquence au comportement, et le terme était défini entre l'apparition du comportement, qui est je fais ma crise boulimique, et le lendemain, l'une des conséquences, c'est ma copine qui me fait telle réflexion ou qui a tel comportement avec moi. Et oui, ce sera une conséquence du comportement. Mais ça ne peut pas être, à très long terme, par exemple, la prise de poids. Voilà, parce que la prise de poids, on ne sait pas ce que ça va donner tant que le poids ne sera pas pris. En fait. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas de long terme dans une analyse fonctionnelle, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que donnent les conséquences à long terme. On ne sait pas comment les analyser. Ce ne sont que des interprétations que l'on fait. C'est une projection que l'on fait et parfois les interprétations peuvent être abusives. On voit dans des analyses fonctionnelles, par exemple de dépendance au jeu ou de dépendance à l'alcool, ou d'autres analyses fonctionnelles sur la colère, par exemple, les comportements colériques, à long terme, le patient ou la patiente va tout perdre et c'est une punition. Mais en fait, on n'en sait rien parce que peut-être qu'à long terme, le fait de tout perdre va amener encore plus de comportements problèmes comme ils ont été définis. Et il faut attendre le long terme et attendre que le patient ait tout perdu pour savoir ce que ça donne réellement. Donc, résumons, les deux erreurs, il n'y a pas de punition dans les analyses fonctionnelles standards et il n'y a pas de long terme. Pour considérer ces deux erreurs, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il ne faut pas confondre renforcement et récompense et punition et sanction. Un renforcement et une punition, c'est quelque chose qui a eu un effet direct sur le comportement. Une récompense ou une sanction, c'est quelque chose qui est donné en fonction du comportement, mais dont on n'est pas sûr de la conséquence, et même qui n'a pas de conséquence. Pour reprendre des exemples, disons que si je roule trop vite avec ma voiture, je risque d'avoir un PV. Le PV, c'est une sanction. Si cette sanction fait que je roule moins vite après, alors c'était une punition. Si cette sanction ne me fait pas rouler moins vite, c'était juste une sanction. De la même façon, les récompenses ne sont pas des renforcements. J'ai eu un comportement héroïque. J'ai vu quelqu'un en train de se noyer, j'ai été le sauver, j'ai plongé dans la rivière et je l'ai ramené. J'ai eu très peur aussi après parce que j'avais fait ça. Je vais avoir une récompense. Ma récompense, on va me donner une médaille. On va me parler de moi peut-être dans les journaux. C'est une superbe récompense. Maintenant, la prochaine fois que je vois quelqu'un se noyer, je me souviens de la peur que j'ai eue quand j'ai été le chercher, et puis je ne vais pas plonger, spontanément. Les récompenses qu'on m'a donc données, la belle médaille que j'ai reçue, le fait qu'on parle de moi dans les journaux, n'est pas un renforcement à mon comportement. C'est juste une récompense. Ne nous laissons donc pas avoir par nos représentations et le vocabulaire. On a l'habitude de dire ça, c'est plutôt négatif, ça ne veut pas dire que c'est une punition. N'oublions pas aussi que quand on parle de punition ou de renforcement,
le contexte est très important. Quelque chose peut être une punition quelque part et un renforcement ailleurs. Tout dépend du contexte, tout dépend du moment, tout dépend de l'endroit, tout dépend de plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand je travaille, que je suis dehors, etc., peut-être que je peux considérer un verre d'eau fraîche du robinet comme une récompense. Voilà, peut-être que je peux le considérer comme une récompense, que je peux le considérer comme un renforcement, et que ça va m'aider à émettre encore plus mon comportement, donc à continuer à travailler parce que j'ai eu ce verre d'eau. Pas le meilleur exemple qu'on puisse avoir, mais disons peut-être. Mais disons-nous aussi que si le soir même, je suis invité chez des amis à boire un verre, et que ces amis me servent juste un verre d'eau du robinet alors qu'aux autres, ils donnent autre chose, des jus de fruits, des choses comme ça, en fait, ça va plutôt réduire mon comportement d'aller chez ses amis. Donc, ça va être plutôt une punition. Enfin, il ne faut pas faire une autre erreur non plus, qui est de se dire, oui, mais cette conséquence amène le patient à consulter. Donc, c'est une punition parce qu'il ne veut plus avoir le comportement. Non, c'est un autre comportement qui est renforcé. C'est le comportement de consultation. Effectivement, par exemple, je parlais tout à l'heure de quelqu'un de colérique qui commence à avoir les gens autour de lui qui lui disent on va te quitter, on ne va plus te parler si tu restes dans cette colère. La colère existe toujours, donc c'est pas une punition à la colère. Par contre, c'est un renforcement au fait d'avoir l'idée de consulter un psy. Et ça, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui va rentrer dans sa motivation. C'est un renforcement peut-être à la motivation d'aller consulter un psy, mais ce n'est pas une punition à son comportement de colère, puisque le comportement de colère, il l'a toujours. Bon, à ce moment-là, quand je fais mes interventions en présentiel ou en distanciel, on fait un petit sondage pour savoir qui faisait ses erreurs et qui faisait ses erreurs spontanément. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes faisaient ces erreurs. Alors, réfléchir ainsi, sans punition et sans long terme dans les analyses fonctionnelles, ça nous apporte quoi d'autre? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter les implications et les développements que j'y mets. Pour le faire, à partir de maintenant, nous allons rester un petit peu plus dans la théorie, même si je vais essayer d'y glisser un petit peu de pratique. Mais en fait, le faire réellement en pratique est beaucoup plus long. À partir de maintenant, je vais vous expliquer ma façon de présenter les analyses fonctionnelles. Je ne revendique pas la paternité d'avoir repéré les erreurs dans les analyses fonctionnelles en ce qui concerne les punitions qui n'existent pas ou le long terme qui n'existe pas. Parce que même si personnellement je n'ai jamais lu ou entendu parler des erreurs dans les analyses fonctionnelles telles que je les ai décrites, je connais beaucoup d'ouvrages, sûrement plus sur un versant purement comportementaliste, comme dans les approches ABA, où ces erreurs n'apparaissent pas. Je ne revendique rien par rapport à ces erreurs, par contre, les représentations des analyses fonctionnelles telles que je vais les expliquer maintenant viennent du développement de l'hypnose en TCC comme je l'ai conçu et sur lequel je travaille depuis des années. En termes de paternité, pour ceux que ça intéresse, il y aura bientôt un texte qui pourra être cité, même si cette vidéo peut déjà être citée en communication personnelle. Donc, maintenant que punition et long terme ont disparu des analyses fonctionnelles, que peut-on faire? D'abord, on peut se sentir un petit peu frustré, parce que nous venons de comprendre que les analyses fonctionnelles standards ne présentent que les renforcements des comportements problèmes. On peut donc se demander si en enlevant ces renforcements, les comportements vont perdurer. Après tout, parfois, sans qu'elles ne soient renforcées, nos mauvaises habitudes peuvent perdurer. En effet, combien d'entre nous laissent en veille ou en état de marche leur téléviseur, leur décodeur, leur box, leur chauffe-eau, leur frigo, etc., alors qu'ils partent en vacances et que presque tous les jours, on nous dit, à forte raison, que des petits gestes comme éteindre tous ces appareils pourraient aider à sauver la planète et qu'en plus, comme le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter, à la fin de l'année, ça peut peut-être faire une différence sur la facture. Pas de renforcement à ces habitudes. On pourrait même dire que certaines choses pourraient devenir des punitions, comme le prix, mais pour l'instant, ce sont juste des sanctions, et pourtant, les mauvais comportements perdurent. Pour les bons comportements, il en va de même. Si nous avons sûrement appris, grâce à des renforcements, à débarrasser la table après manger, par la suite, une fois adulte, quand on vit chez soi, on le fait juste par habitude. Plus de renforcement, pas de punition si on ne débarrasse pas juste après avoir mangé, pas même la sensation que c'est juste et bien de le faire, et même souvent la sensation que c'est juste embêtant de le faire tout de suite et qu'on remettrait bien ça à demain.
Donc, dans les analyses fonctionnelles standards, il nous manque quelque chose. Pour revenir sur tout ça, prenons un autre tableau, avec une analyse fonctionnelle standard que je représente encore par une SORC. Cette analyse fonctionnelle standard nous explique comment, dans une situation problème, un comportement problème est renforcé. À cette situation standard, j'ajoute juste, pour l'exposer, un résultat que l'on va appeler renforcement du comportement problème. Vous comprendrez après pourquoi je l'appelle aussi R1. Si je réfléchis en me disant que c'est intéressant d'avoir pour les projections thérapeutiques les renforcements du comportement problème, mais qu'il me manque quelque chose, que je ne suis pas certain que juste enlever les renforcements me permette de faire disparaître le comportement problème. Je peux commencer à imaginer que d'autres analyses fonctionnelles seraient intéressantes pour comprendre encore plus l'ensemble des comportements des patients et des patientes et les effets des contingences de renforcement. Les autres analyses fonctionnelles existent peut-être dans la réalité. Il suffit peut-être de juste poser les bonnes questions aux patients et patientes. Je sais que la majorité des psy-TCC le font, mais ils ne formalisent pas les choses. Et c'est la formalisation que je vais maintenant proposer. En ce sens, la première de ces analyses fonctionnelles complémentaires, que je vais appeler analyse fonctionnelle complémentaire directe, correspond juste à cette idée. Dans une situation problème, il peut arriver qu'une personne essaie d'avoir un comportement adapté. Parfois, une personne va tenter elle-même de s'exposer. Elle va tenter elle-même d'être plus affirmée. Elle va tenter elle-même simplement d'agir autrement. Le comportement adapté mis en place, pourtant, ne perdure pas. Sa fréquence d'apparition n'augmente pas. C'est donc qu'il est peut-être puni. Et je dis bien juste peut-être. Dans ce cas, je peux commencer à comprendre ce qui est de l'ordre de la punition pour cette personne. D'un seul coup, je me retrouve avec une autre analyse dont les résultats portent sur les punitions d'un comportement adapté, que l'on va appeler punition du comportement adapté ou P1. Cela va peut-être m'apporter quelque chose. Dans la réalité clinique, après avoir fait l'analyse fonctionnelle standard, ce n'est qu'une question de plus que l'on va poser à son patient ou à sa patiente. Une question que l'on va poser maintenant à Monsieur X en lui demandant: est-ce que parfois, quand votre mère appelle et vous parle de votre poids, vous essayez de ne pas craquer? Et dans ce cas, que se passe-t-il? Écoutons la réponse de Monsieur X, qui, je le rappelle, veut garder son anonymat. Ouais, ben, des fois j'essaye, mais c'est vraiment rare que j'essaye. Et puis j'ai déjà essayé avant un petit peu. Quand ma mère m'appelle, en fait, j'essaye de pas aller vers la cuisine, de me retenir, de pas avoir ma crise. Mais ben, ce qui se passe quand je fais ça, je me dis bon ben tu le fais pas, tu manges pas en fait, tu fais autre chose. Voilà, et puis je tourne un peu autour de la table en lui parlant plutôt que d'aller à la cuisine. Je fais quelques pas, des trucs comme ça, mais voilà. Puis je craque pas, en tout cas, je craque pas, je tiens. Et c'est très très rare, hein. C'est de plus en plus rare. Avant, j'y arrivais mieux, mais là, c'est de plus en plus rare. C'est vraiment, c'est peut-être une fois par mois où j'essaie d'avoir la volonté, en fait, pour pas le faire. Et puis ce qui se passe, c'est que bah, après, qu'est-ce que je fais? Bah, je me mets devant la télé pour regarder ma série et puis pour essayer de me détendre un peu, mais et je regarde ma série, je me détends, mais ça prend des heures, quoi. Pendant des heures, je me sens encore tendu, je me sens encore crispé de la même façon, et puis j'ai là, je commence à me dire, ouais, mais j'ai plein de trucs, mais pourquoi tu lui réponds pas? Pourquoi t'es pas capable, t'as vu, et puis elle te manipule tout le temps, puis je commence à ressasser beaucoup plus, je rumine sur plein de pensées, voilà. Non, non, ces pensées, je les ai pas obligatoirement quand je mange, bah, les pensées aussi, elles peuvent partir, mais voilà, ben, là, elles partent pas, et voilà, et je suis devant ma télé et je rumine, et voilà, et je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, Monsieur X a répondu. Donc, nous pouvons reprendre les conséquences au comportement adapté qu'évoque le patient en nous demandant si ce sont des punitions ou non, comme nous l'avons fait dans l'analyse fonctionnelle standard, en nous demandant s'il s'agissait de renforcement ou non du comportement problème. Qu'est-ce que cela nous apprend? Monsieur X nous dit qu'il se met dans le fauteuil devant une série pour se calmer. Cet élément série dans le fauteuil
Nous l'avions déjà dans l'analyse fonctionnelle standard. On peut peut-être en conclure que regarder une série dans le fauteuil n'est pas une punition du comportement adapté. Et c'est peut-être même pas réellement un renforcement du comportement problème. Ce qui ferait disparaître cet élément, d'ailleurs, de l'analyse fonctionnelle standard. Il nous dit aussi que l'anxiété ne diminue pas. Et là, nous avons peut-être une punition. Cela justifie, dans nos projections thérapeutiques, le fait de lui apprendre à gérer l'anxiété par une méthode ou une autre. En évitant les méthodes délétères comme consommer de l'alcool, bien entendu. Il nous parle aussi de rumination. Et on peut supposer, à juste titre, que dans l'analyse fonctionnelle standard, M. X évite les ruminations en mangeant de manière compulsive. Cela viendrait donc peut-être même compléter l'analyse fonctionnelle standard. Et en tout cas, nous indique quelle punition il peut y avoir au comportement adapté. Cela nous dit aussi que travailler sur les ruminations devient une projection thérapeutique que nous n'avions même pas en nous arrêtant juste à l'analyse fonctionnelle standard. Cette nouvelle analyse fonctionnelle, dite analyse fonctionnelle complémentaire directe, formalisée de la sorte, nous apprend donc quelles pourraient être les punitions efficaces sur un comportement adapté et même sur les comportements de manière générale. Pour la suite, je pense que vous commencez à comprendre la logique. La prochaine analyse fonctionnelle complémentaire, que l'on va appeler transfert de compétences, va nous raconter ce qui se passe dans une autre situation, quand le patient ou la patiente a le comportement adapté et que son comportement adapté perdure. On cherche alors ce qui constitue les renforcements du comportement adapté. J'appelle cette analyse fonctionnelle transfert de compétences car elle est très importante dans les exercices d'hypnose en TCC qui ne parlent pas de métaphores comme dans l'hypnose ericksonienne, mais de réalité de la vie du patient. On cherche en effet, grâce à l'hypnose, à transférer des compétences que le patient a dans une situation à la situation problème. Mais même en dehors de cette question d'hypnose, comprendre ce qui renforce les compétences du patient est très important. Dans cette analyse fonctionnelle, les éléments contenus dans le haut sont bien entendu différents aussi. Ils nous parlent d'autres contingences. Et cette analyse fonctionnelle, comme résultat, va nous donner les renforcements du comportement adapté, ou R2. Là encore, ce n'est qu'une question à poser à Monsieur X, une question du type: est-ce qu'il existe des situations où on vous parle de votre poids qui ne provoquent pas un comportement boulémique comme vous en parlez, mais dans lesquelles vous avez un comportement qui vous semble plutôt adapté? Écoutons la réponse de Monsieur X. Alors, oui, est-ce que des fois, dans d'autres situations, j'ai pas obligatoirement, le comportement boulimique, pour une situation qui pourrait ressembler et où je pourrais être, comme ça, oui, ça arrive, je dis pas, par exemple, je sais pas, on peut peut-être imaginer, en fait, quand, c'est ma sœur qui me téléphone, ma sœur aussi, de temps en temps, elle me parle de mon poids aussi au téléphone parce qu'elle s'inquiète, pour ma mère, mais Heu, voilà, alors des fois, ouais, quand ma sœur, elle commence à évoquer, enfin, elle s'inquiète comme ma mère, je voulais dire, mais quand elle commence à évoquer mon poids, là aussi, je me sens un petit peu, crispé et cetera, mais je sais je le fais pas. En fait, avec ma sœur, je craque jamais, je fais jamais, voilà, je vais jamais, obligatoirement, commencer à me préparer un truc à manger. Je sais que je vais y arriver, donc pareil, je marche un peu pendant que je lui parle et puis, en fait, de marcher un peu, là, ça me calme, c'est un petit peu plus simple, voilà, quand c'est ma sœur qui m'appelle, c'est un peu plus simple et puis, voilà, et au pire, quand c'est avec ma sœur, ce que je fais, c'est que, oui, des fois, je vais quand même au frigo, mais je me prends plus, un truc, léger à manger, genre, les petites salades, que je m'étais déjà préparées et puis, je fais plus un truc comme ça, puis, voilà, en même temps que je lui parle, et voilà, je me sens j'arrive à me détendre, un petit peu plus avec elle et puis, en fait, ouais, je pense que j'arrive à en parler aussi. Ce que je fais beaucoup, c'est que je parle avec ma sœur, elle me parle de mon poids, je suis pas comme avec ma mère à me demander, à me dire juste, «Tiens, je vais aller bouffer» ou un truc. Ce que je fais, c'est que, voilà, je lui parle de mon poids, ça va être autre chose. J'arrive à discuter un peu, puis, après, voilà, même quand elle a raccroché ou même pendant des fois, je me mets dans le fauteuil, puis après quand elle a raccroché,
j'allume la télé, je regarde Netflix aussi, mes petites séries que j'aime bien, et puis au pire, bah, j'ai ma petite salade du soir, mais le repas normal, puis je vais pas craquer sur autre chose, et puis bah, je suis fier de moi, je me sens beaucoup mieux, puis généralement, bah, ma sœur derrière m'envoie un petit SMS pour dire bon, j'espère que ça va, t'es pas trop stressé par ce qu'on a dit, puis moi je réponds non, ça va, etc. Puis on continue, puis dans ces cas-là, j'envoie aussi un SMS à ma copine, et puis je lui dis bah voilà, j'ai eu ma sœur au téléphone, et puis je sais que ma copine va me renvoyer un SMS en me disant ah bon, vous avez parlé de quoi? Et puis là je vais dire bah, de tout et de rien, et puis à un moment je vais dire qu'on a parlé de mon poids, et puis et ma copine va me dire t'as craqué, je vais dire non, puis elle va me dire bah c'est génial si t'as pas craqué, et puis voilà, puis je sais que ça fait plaisir à ma copine, alors c'est voilà, c'est bien aussi quoi. Là, je suis assez content de moi parce que j'y arrive quoi. Ce que vient de nous raconter Monsieur X nous permet donc de compléter l'analyse fonctionnelle de transfert de compétences. Qu'est-ce que nous apprend la réponse de Monsieur X? En tenant compte que les acteurs ne sont pas les mêmes, la situation ne sont pas les mêmes, donc les représentations sont différentes. Eh bien déjà, on va pouvoir penser à changer ces représentations. Et donc peut-être parler de restructuration cognitive. Je ne vais pas détailler, mais si vous y réfléchissez un peu, vous trouverez, en comparant les pensées dans les hauts de l'analyse fonctionnelle standard et les pensées dans les hauts de cette analyse fonctionnelle de transfert de compétences, des indices sur les pensées dysfonctionnelles qu'il serait peut-être utile de travailler. Et vous justifierez cette projection thérapeutique. Qu'est-ce que nous apprend de plus Monsieur X sur les renforcements qu'il peut avoir quand il tente d'avoir le comportement adapté? Il nous parle de sa fierté, il nous dit qu'elle est augmentée par les SMS qu'il reçoit de sa sœur et de sa compagne. Si on revient sur l'analyse fonctionnelle complémentaire directe, celle juste au-dessus, on se rend compte qu'il n'a pas ces SMS quand il tente d'avoir le comportement adapté. Il ne pense pas peut-être aller les chercher. Les conditions ne sont pas mises en place pour que sa compagne ou sa sœur soit au courant de ses efforts ou quelque chose de ce genre. Cela nous dit que quand nous allons demander à Monsieur X de réessayer d'avoir un comportement adapté, et d'autant plus dans la situation problème, il va falloir penser à lui amener ces renforcements par ces SMS. C'est ce qui va faire la différence pour Monsieur X entre je tente tout seul d'avoir un comportement adapté dans la situation problème et je tente d'avoir ce comportement adapté dans la situation problème après avoir consulté mon psy TCC. C'est en partie ce qui justifie notre compétence en tant que psy TCC. Cela va sans doute aussi nous permettre d'ouvrir notre réflexion sur d'autres projections, en se disant par exemple, comme on a pu me le faire remarquer lors du distanciel, que cela peut tenir aussi d'une certaine distraction que connaît le patient en interagissant avec sa sœur et sa compagne, et qu'il faudrait peut-être aussi lui apporter cela en lui apprenant, par exemple, de la décentration. Pour la suite, pas de surprise. Avec la dernière analyse fonctionnelle complémentaire que l'on va nommer analyse fonctionnelle solution rapide, nous allons chercher les punitions que peut connaître le comportement problème dans d'autres situations que l'on précise en disant que dans ces situations, le comportement ne perdure pas. Souvent d'ailleurs, l'autre situation dont on parle est tout simplement la même situation que celle du transfert de compétences, avec les mêmes contingences, donc le même O, mais ce n'est pas une obligation. Je l'appelle analyse fonctionnelle solution rapide parce que c'est celle à laquelle on pense spontanément dans bien des situations de conditionnement où l'on désire faire disparaître un comportement en se posant la question comment le punir. Donc, autre situation, comportement problème qui ne perdure pas, peut-être à cause des conséquences, conséquences qui peuvent donc être des punitions et qui vont nous donner en résultat punition du comportement problème ou P2. Bien entendu, le comportement problème n'est peut-être tout simplement pas renforcé, mais vous comprendrez que c'est le cas où il est puni qui nous intéresse dans le développement des idées d'aujourd'hui. Donc, nous nous référons à ce cas-là. On se rend compte maintenant que toutes les analyses fonctionnelles complémentaires sont posées, que nous avons les renforcements du comportement problème, les punitions du comportement problème, les renforcements du comportement adapté et les punitions du comportement adapté. En fait, nous avons tous les cas de figure avec l'analyse fonctionnelle standard
et ces 3 analyses fonctionnelles complémentaires. Pour l'analyse fonctionnelle solution rapide, encore une fois, ce n'est qu'une question à poser au patient ou à la patiente du genre pour Monsieur X. Est-ce que parfois vous avez exceptionnellement votre comportement problème dans une autre situation où d'ordinaire vous ne l'avez pas? Peut-être celle où votre sœur vous appelle et vous parle de votre poids. Dans ce cas, que se passe-t-il? Voyons ce que nous répond notre patient qui aura lutté pour son anonymat jusqu'au bout. Est-ce que parfois, bah oui, quand ma sœur téléphonait, il y a un temps, bah oui, j'avais ce comportement que j'avais avec ma mère, exactement la même chose. Je ressentais des tensions, j'avais les mêmes pensées, la même émotion. Et bah je craquais quoi, je faisais ma crise exactement pareil. C'était quand même il y a longtemps, ça m'arrivait, mais exactement pareil. Je me préparais des trucs pour manger, puis après je me mettais devant la télé, puis je bouffais. Et en fait, ma copine m'envoyait aussi des SMS et elle me demandait, puis je lui disais, enfin, je lui racontais, puis elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente, elle me faisait des reproches. Et les reproches, elle ne les fait pas obligatoirement quand c'est ma mère, parce qu'elle sait que c'est plus dur pour moi. Elle me faisait des reproches, puis voilà, c'était pas terrible. Ma sœur aussi, elle m'envoyait des petits SMS en me demandant comment tu te sens, comment ça va. Elle sentait que ça avait été tendu, hein, elle l'avait entendu, alors elle m'envoyait des petits SMS pour me dire t'as été tendu. Et là je lui disais je suis en train de bouffer dans le fauteuil. Puis elle aussi, elle m'envoyait des SMS et des petits messages pour me dire c'est pas terrible. Puis voilà, souvent le lendemain, quand j'étais avec ma copine, elle me disait t'as craqué hier, alors ce soir c'est juste de la salade. Même le midi, c'est juste de la salade. Et puis tu manges rien d'autre. Puis comme je suis avec ma copine, je faisais vachement gaffe. Et puis voilà, ma copine me mettait au régime. Quand j'avais craqué avec ma sœur, c'était un pacte qu'elle avait fixé. Alors je me suis entraîné. Et puis j'ai arrêté de craquer quand c'était avec ma sœur, quoi. Voilà quoi. Du régime et puis des reproches. Alors, qu'est-ce que nous apprend Monsieur X? Il nous explique clairement que quand il a réagi par le comportement problème quand sa sœur l'appelait, surtout au départ de cette expression de son trouble, le comportement problème a été puni. Les punitions tiennent aux SMS qu'il recevait de sa sœur ou de sa compagne qui n'étaient pas très sympathiques pour lui. Cela nous incite à considérer d'autant plus que des SMS sympathiques de sa compagne, de sa sœur, sont de bons renforcements et sont de bonnes punitions quand ils ne sont pas sympas. Sa compagne, dans cette situation précise, le mettait aussi au régime le lendemain en lui proposant de ne manger que de la salade. Et c'est sans doute aussi une punition valable pour le comportement problème. On pourrait donc envisager, quand il répond aux appels de sa mère par le comportement problème, de lui imposer de manger de la salade le lendemain. Pourquoi pas? Pour synthétiser tout ça, on se retrouve avec, dans la réalité, 4 analyses fonctionnelles que l'on peut poser. Poser ces analyses fonctionnelles ne prend pas obligatoirement très longtemps, parce que quand la première est faite, les autres, généralement, correspondent juste à quelques questions supplémentaires que l'on pose au patient ou à la patiente. Tout simplement parce que l'analyse fonctionnelle standard nous a déjà apporté de nombreux éléments. Au pire, ces analyses fonctionnelles ne semblent pas réalisables, parce que le patient n'a jamais essayé d'avoir un comportement adapté dans la situation problème, ou ne connaît pas d'autres situations où il a vu son comportement problème être puni, etc. Dans ce cas, rien ne nous empêche de lui demander de faire un effort d'imagination pour tenter tout de même de réaliser ces analyses fonctionnelles. Donc, les analyses fonctionnelles complémentaires nous permettent de mieux concevoir l'analyse fonctionnelle standard sans faire d'autres erreurs. Elles permettent de comprendre plus avant le fonctionnement du patient ou de la patiente, elles nous permettent de justifier des projections thérapeutiques, mais elles nous permettent aussi d'envisager des contingences de renforcement et des conséquences adaptées quand nous allons mettre en place des solutions thérapeutiques. Pour mieux comprendre cela, il faut passer à un autre niveau de la méthode, et ce sera le dernier. Mettons dans un coin les 4 analyses fonctionnelles que l'on vient de décrire et intéressons-nous aux projections thérapeutiques. Pas nécessairement en termes d'outils de prise en charge,
mais de contingences à adapter, de comportements et de conséquences. En pensant quels renforcements ou quelles punitions doivent être mises en place. Alors on peut concevoir cette deuxième représentation qui nous amène à réfléchir à 3 projections thérapeutiques qui peuvent être utiles. La première, nous allons l'appeler changement effectif, parce que c'est le changement que l'on attend et que l'on prépare quand on demande à un patient ou à une patiente d'avoir un comportement adapté dans la situation problème. Cette projection se raconte en se posant cette question. Dans la situation problème, je demande à la personne d'avoir un comportement adapté. Quels sont les renforcements que je dois envisager pour que le comportement adapté soit renforcé? Eh bien, je peux préciser les renforcements envisagés par la simple formule R2-P1, c'est-à-dire tous les renforcements efficaces que j'avais pour le comportement adapté, en faisant attention aux punitions qui peuvent apparaître dans la situation problème. Bien entendu, cette formule n'a aucune valeur en elle-même. D'ailleurs, on peut même réfléchir aux renforcements trouvés dans P1 pour voir si certains ne pourraient pas être transposables dans cette projection. Donc il n'y a pas de réalité dans cette formule, mais elle nous indique tout de même que tout élément ou conséquence qui serait à la fois dans R2 et dans P1 n'aurait pas d'importance ou ne devrait pas apparaître. Dans la même idée, je peux chercher un changement passif, c'est-à-dire que je peux, dans la situation problème, chercher à punir le comportement problème. Dans ce cas précis, les conséquences envisagées doivent être simplement des punitions que je conçois en faisant P2 moins R1 et en pensant parfois à ajouter des éléments constitutifs de P1. En faisant ainsi, j'obtiens peut-être les punitions efficaces du comportement problème. Je peux enfin faire une dernière projection en termes de prévention. Tout simplement en me demandant et si le comportement problème devait apparaître dans une autre situation, comment je pourrais l'éteindre? Donc prévenir l'apparition du comportement problème en envisageant les punitions efficaces. Dans ce cas, je peux arriver à la formule P1 plus P2. Comme cela, toutes les punitions possibles arrivent. Je peux même éventuellement faire attention à ce qu'aucun renforcement n'apparaisse et compléter ma formule par moins R1 plus R2. Comme je l'ai dit, encore une fois, ces formules ne sont que des pense-bêtes. Et il faut toujours réfléchir aux conditions qui permettent de mettre en place des punitions et des renforcements. Car malheureusement, nous sommes confrontés à des réalités de patients et de patientes et que nous ne sommes pas dans des cas théoriques. C'est donc ainsi que j'ai terminé mes dernières interventions en présentiel et en distanciel, en demandant ensuite aux participants s'ils avaient des questions. Parmi les questions qu'on m'a posées, certaines sont revenues plusieurs fois, comme « Pourquoi, si les comportements problèmes sont renforcés, les patients viennent consulter? Ne faut-il pas aussi des punitions ?» Pour répondre brièvement, je dirais qu'il ne faut pas confondre les différentes situations et les différentes analyses fonctionnelles. Si l'on reprend l'exemple du patient qui fume, la situation et le comportement problème de l'analyse fonctionnelle standard sont peut-être « quand je suis stressé, je fume ». Par contre, quand il ne fume pas et qu'il réfléchit, il y a peut-être de la peur sur ce qu'il envisage être des conséquences à long terme, qui ne sont pas encore des punitions, rappelons-le, mais qui le motivent à venir consulter. Il est peut-être amené à consulter sous les insistances de quelqu'un d'autre. Ce n'est donc pas l'analyse fonctionnelle standard qui explique tout cela. D'ailleurs, juste comme ça, quand il a peur, il se sent peut-être stressé, son craving augmente et il finit par fumer. Je vous laisse deviner où je veux en venir. Mais pour aller encore plus loin, aller consulter, c'est une autre situation, pas problème, avec un comportement, pas problème. Une autre question qui est revenue souvent. Quelles seraient les lectures pour aller plus loin dans la compréhension de ce modèle? En fait, comme je l'ai dit, c'est ma formalisation des analyses fonctionnelles. Et je ne l'ai jamais vue ailleurs. Donc, je n'ai pas de lecture à réellement recommander. Si ce n'est peut-être revenir sur les textes de base de Skinner ou de ses successeurs sur le comportement opérant, ou ce qui a pu être écrit dans d'autres approches que l'on oublie parfois et qui pourtant font partie des thérapies cognitives et comportementales et des modèles du patient liés aux lois du conditionnement, comme l'approche ABA. Maintenant, j'ai pu louper quelque chose, et si jamais un jour je découvre ou quelqu'un m'indique que cette formalisation existe déjà,
je rendrai volontiers à César ce qui appartient à César. D'un autre côté, rien n'empêche que deux personnes puissent avoir les mêmes idées, presque en même temps, sans s'influencer l'une l'autre. Une autre de ces questions était, dans le stress post-traumatique, le patient reste dans l'évitement sans chercher à tenter d'autres comportements. Que fait-on dans ce cas-là? Oui, effectivement. Dans un cas comme celui-ci, faire les analyses fonctionnelles complémentaires va poser problème. Encore une fois, il est peut-être possible de juste demander au patient ou à la patiente de les imaginer. Et puis, il reste toujours au moins l'analyse fonctionnelle standard qui apporte déjà beaucoup, surtout quand on considère qu'il n'y a pas de punition et que le long terme n'a pas de réalité. Seul le terme échu peut amener des renforcements ou des punitions, soyons d'accord. Pour faire suite, l'une des questions qu'on peut me poser est, si le long terme n'a pas de réalité, qu'est-ce que c'est que le terme? La réponse va être très rapide. Le terme que l'on doit considérer est juste le terme échu. C'est le seul qui peut amener des renforcements ou des punitions dans les analyses fonctionnelles standards et complémentaires que j'ai présentées. Une autre question que beaucoup de personnes ont posée est quel serait le changement effectif dans le cas de Monsieur X? Pour bien répondre à cette question, il faudrait un peu plus de temps. Mais en résumé, ce serait lorsque Monsieur X va tenter d'avoir un comportement adapté quand sa mère l'appelle et lui parle de son poids, et ceci quasiment quel que soit le comportement adapté envisagé, il doit envoyer un SMS à sa compagne, peut-être aussi à sa sœur, et celles-ci doivent le féliciter pour augmenter son sentiment de fierté. Le lendemain, sa compagne ne doit pas lui faire qu'une salade. Ceci pour lui fournir les renforcements du comportement adapté. Je ferai aussi, avec Monsieur X, un travail sur les ruminations pour retirer les punitions de P1. Je pourrais éventuellement travailler son estime de soi, sa gestion du stress, pour retirer les renforcements de R1. Ce qui est avantageux, c'est que j'arrive à justifier mes aménagements et mes projections comme je ne pouvais pas le faire juste avec l'analyse fonctionnelle standard. On m'a aussi posé plusieurs fois la même question qui tient en fait à une remarque. On ne voit pas apparaître l'affirmation de soi comme solution pour Monsieur X par ces analyses fonctionnelles, alors que ça semble être une perspective thérapeutique efficace. C'est vrai, mais d'abord je ferai remarquer que même dans l'analyse fonctionnelle standard, cette projection ne se justifie pas directement par les renforcements du comportement problème. Ensuite, en TCC, certaines projections pourraient même se passer d'analyse fonctionnelle. Ainsi, si un patient ou une patiente a peur des chiens, nous allons directement penser à faire de l'exposition. Pas besoin de faire d'analyse fonctionnelle pour y penser. On sait qu'il manque une compétence, on tente de l'apporter. Mais par contre, faire les analyses fonctionnelles standards et complémentaires va amener à aménager l'environnement pour que le comportement d'approche soit bien renforcé quand le patient ou la patiente va les mettre. C'est pareil ici chez Monsieur X pour l'affirmation de soi. Une autre question était, est-ce que cette formalisation fonctionne avec la grille CK? La réponse est simple, peut-être. Moi, je n'arrive pas à le faire car je ne vois pas comment la grille CK peut tourner. C'est un très bon outil pour un travail cognitif, mais en termes de punition ou de renforcement, c'est un petit peu plus discutable. Maintenant, peut-être que quelqu'un peut faire mieux que moi. Si jamais quelqu'un le fait, je serais très heureux de le savoir. Par contre, avec des cercles vicieux, cette formalisation fonctionne tout aussi bien. C'est juste plus compliqué de la faire tenir sur une slide d'un diaporama. Ça fonctionne aussi très bien avec une grille SRC toute simple ou avec la SRC métacognitive que j'apprécie particulièrement. On a pu me poser aussi la question qui fait plaisir, qui est est-ce que vous envisagez des formations à cette formalisation? En fait, comme je vous l'ai dit, je le fais quasiment déjà quand je forme les gens à hypnose et TCC. Pour ce qui est d'une formation spécifique, étant donné les retours que nous avons eus et les nombreuses demandes, c'est à l'étude, par moi ou par quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a généralement plusieurs autres questions qui tiennent surtout à la mise en pratique, à l'analyse de cas précis, mais il faut bien que cette vidéo prenne fin à un moment et développer des cas précis prend tout de même pas mal de temps. Ce sera peut-être un jour dans une autre vidéo. Si vous voulez rester informé, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d'Uméo, sur laquelle vous trouverez d'ailleurs d'autres vidéos que nous avons pu faire qui pourraient peut-être vous intéresser. En attendant une formation ou d'autres vidéos,
Je vais commencer par vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici parler de deux erreurs dans les analyses fonctionnelles et des développements qui peuvent exister quand on en prend conscience. J'espère vous avoir intéressé et vous avoir amené matière à réflexion. Je remercie encore Olivier Richard et Florent Vioc qui ont agi en coulisses pour organiser mes interventions en présentiel et distanciel. Et je vous souhaite à tous des lendemains agréables.